Donc, je vais vous parler fondamentalement un peu de la même chose que ce que Christian vient de vous exposer, avec plus de verve que je ne saurais le faire, sur la prise en compte des incertitudes. Donc, je ne vois pas tellement ça comme une opposition avec l'espérance d'utilité. Je pense que c'est quelque chose, un élément supplémentaire qu'on peut prendre en compte. C'est effectivement une forme d'élargissement, d'enrichissement des modèles, si on prend un critère de décision qui est plus général, qui va incorporer l'espérance d'utilité, mais qui est plus général. Donc, Christian fait remonter ça à Maurice Allais. En fait, je ne suis pas historien de la pensée, mais on parle beaucoup des années 20, en fait, avec Keynes et le traité sur les probabilités, où il a déjà un peu cette idée que tout n'est pas si facilement probabilisable que ça. Et un prof d'économie à Chicago aussi à l'époque, Frank Knight, émettait une idée un peu similaire, mais beaucoup moins formalisée. D'ailleurs, c'est rigolo qu'on a plus retenu le terme d'incertitude knightienne que d'incertitude keynésienne là-dessus. Alors certains y voient la main de l'école de Chicago, qui était très à la pointe là-dessus, et encore aujourd'hui, un collègue, Lars-Peter Hansen, qui est prix Nobel d'économie et prof à Chicago, et qui développe tous ces modèles et qui les applique au changement climatique mieux que je saurais le faire. Donc la distinction dont je voudrais parler un peu ici, c'est la distinction risque et incertitude, ou parfois on dit ambiguïté, donc je pense que j'utiliserai incertitude et ambiguïté un peu de manière complètement identique dans cette heure. Et pour comprendre, en fait Christian l'a déjà fait, donc ça va aller vite, mais pour comprendre simplement la distinction entre ce qu'on appelle risque et ce qu'on appelle incertitude dans notre petit milieu, on peut remonter à Daniel Ellsberg, qui est donc un personnage très intéressant aussi, qui a fait sa thèse à Harvard à la fin des années 50, qui a produit une thèse remarquable, publiée dans la meilleure revue d'économie, et puis qui a complètement disparu du milieu académique par la suite, mais qui est célèbre dans le monde entier, car c'est lui qui a été au Pentagone au moment de la guerre du Vietnam et qui a fait fuir les Pentagon Papers à la presse, au Washington Post, au New York Times à l'époque. Donc il a été poursuivi, accusé de trahison, etc. Et donc il était complètement parti en dehors du milieu académique, et il y a il y a une vingtaine d'années maintenant, des collègues américains ont été le voir et lui dire qu'il avait eu quand même un impact aussi assez important dans la recherche en théorie de la décision et en économie. Et donc sa thèse était basée sur des expériences de pensée. Et donc c'était exactement, alors urne ça fait un peu funéraire en français, mais disons les récipients. Donc vous avez un récipient de ce côté-là où vous avez 100 boules rouges ou bleues. Et vous savez qu'il y en a 50 rouges et 50 bleus. Puis de ce côté-là, vous avez un récipient complètement opaque. Il y a des boules rouges et des boules bleues aussi dedans, mais vous ne savez pas la proportion. Personne ne connaît vraiment la proportion, ça a été fait, on ne sait pas comment. Il y a une incertitude là-dessus. Donc maintenant, si je vous dis, voilà, on va jouer à un jeu où je vous paye selon la couleur de la boule tirée dans une des deux urnes. Donc vous choisissez la couleur que vous voulez, rouge ou bleu. Et après, je vous dis, je vous paye 10 € si la boule que je tire est de la couleur que vous m'avez annoncée. Est-ce que vous préférez que je tire dans l'urne où on sait qu'il y a 50-50 ou dans l'urne où on ne sait rien du tout? En général, les sujets à qui on fait passer ce genre d'expérience préfèrent tirer dans l'urne où ils savent, et préfèrent fortement, d'accord? Parce qu'ils n'aiment pas cette incertitude, ils n'aiment pas le fait de ne pas savoir quelle est la composition de l'urne, ils n'aiment pas le fait de ne pas savoir quelle est la probabilité de gagner. Donc c'est cette incertitude qui est la même que ce que Christian a montré dans son exemple avec les petits papiers sur les taux de croissance. Voilà. Donc, qui montre que fondamentalement, ces deux situations sont perçues comme étant très différentes. Mais si vous réfléchissez, quelle probabilité vous voulez mettre sur l'urne, sur le récipient incertain? Est-ce que vous avez une raison a priori? Alors là, c'est un exemple très symétrique. Est-ce que vous avez une raison de mettre autre chose que 50-50? Pas vraiment. Donc si on veut réduire ça, si on veut exprimer tout ce petit jeu très simple, simplement avec des probabilités, on est un peu coincé dans le cadre où on voit la composition, on sait que c'est 50-50. Dans l'autre, on ne sait pas trop, mais
si on veut mettre une probabilité, on va mettre 50-50. Et pourtant, on sent que les deux probabilités ne sont pas de même nature, si vous voulez. Et donc c'est ça qu'on va qualifier d'incertain. C'est le cas où on ne connaît pas la probabilité et on va réagir, on va prendre une décision qui va être différente dans les deux cadres. Donc, ce qui est important dans ce petit jeu, c'est le fait qu'effectivement, en termes de décision, ça va modifier votre comportement. Donc le comportement tel qu'il est modélisé dans 95% de la littérature économique, peut-être un tout petit peu moins maintenant, mais bon, ça reste extrêmement prédominant, et Christian en a parlé longuement, c'est l'espérance d'utilité, donc basée sur les travaux de von Neumann, Morgenstern en 1947, Savage en 1954, et qui est représenté par cette formule assez simple, où S représente l'aléa, donc l'état de la nature, l'état du monde, selon la terminologie consacrée. Là, C de S, ça va être la consommation lorsque l'aléa réalisé est S, et puis P de S, c'est la probabilité de S, et vous faites juste une moyenne pondérée par les probabilités de votre utilité de cette consommation. Et donc ça, c'est les modèles d'espérance d'utilité très largement utilisés, qui englobent, selon cette théorie-là, à la fois les situations de risque et les situations d'incertain, où par défaut, on va mettre 50-50, par exemple. Donc on va mettre une probabilité qu'on appelle subjective, qui n'est pas basée sur une estimation précise des fréquences d'apparition de tel ou tel phénomène, qui est beaucoup plus flou comme concept, mais qui mathématiquement devient une probabilité aussi. Et donc ça, c'est la manière de modéliser le risque et l'incertitude dans la théorie dominante, on va dire, de l'espérance d'utilité. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, il y a plein de modèles, je vais vous en présenter un. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire de plus si on n'est pas complètement certain du modèle probabiliste sous-jacent au phénomène qu'on est en train d'observer? Donc, le récipient opaque, finalement, sur les 100 boules, toutes les distributions sont possibles, je vous ai dit. Donc, il peut y avoir 0, 100, 1, 99, 2, etc. Donc, on peut imaginer qu'en fait, il y a 100 modèles probabilistes sous-jacents qui régissent le fait de gagner si vous tirez la boule de la bonne couleur. Et donc là, je vais juste noter de cette manière-là les modèles probabilistes possibles, P1 à Pn. Et donc, je ne sais pas si le pointeur marche ou... Non, non plus. Ah. Bon, par contre, ça remarche. Bon. Donc ce qui est entre les parenthèses, c'est simplement, étant donné un modèle probabiliste, je fais mon espérance d'utilité. J'ai ma probabilité, je fais juste mon espérance d'utilité standard avec un modèle probabiliste que j'ai noté P indice I ici. Maintenant, j'en ai plusieurs de ces modèles probabilistes et je ne sais pas lequel est le bon. Et donc, je ne peux pas me concentrer juste sur un seul modèle et je vais devoir prendre une somme sur tous ces modèles possibles. Et ici, ce qui est important, c'est la fonction phi qui va être une forme d'espérance d'utilité de l'espérance d'utilité. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que selon le modèle probabiliste que vous considérez, vous allez avoir une certaine valeur d'un plan de consommation, d'un plan d'investissement. Maintenant, vous avez ces n valeurs correspondant à chaque modèle probabiliste. Qu'est-ce que vous en faites? Il faut les agréger aussi d'une certaine manière. Donc vous avez cette fonction phi qui va faire en sorte que vous agrégez ça, comme lorsque vous agrégez la consommation dans les différents états. Mais c'est un étage supérieur. Et cette fonction phi va être importante dans ce que je vais vous raconter. Il va caractériser une préférence pour une forme de robustesse à l'incertitude. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, sur l'exemple d'Ellsberg, c'est un peu trop trivial, mais imaginez d'autres situations où vous pouvez prendre des décisions qui vont vous donner des résultats plus ou moins variables selon le modèle probabiliste sous-jacent. Ce que la fonction phi va refléter, c'est le fait que vous n'aimez pas trop cette variabilité, que vous voulez prendre des décisions qui sont robustes à cette incertitude, qui sont robustes au fait que le modèle n'est pas connu et que les différents modèles donnent des évaluations différentes. Et donc, on rajoute une forme de précaution, ou je ne sais pas comment, enfin, il y a plein de termes qui pourraient dire ça, mais ici, c'est la robustesse face à une mauvaise connaissance du modèle stochastique sous-jacent à vos décisions. Donc, je parlais de Lars Peter Hansen. Il a développé avec Thomas Sargent
importer des techniques de contrôle robuste des sciences de l'ingénieur dans justement ces théories-là. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand les ingénieurs veulent construire un pont ou des choses comme ça, je ne suis pas du tout ingénieur, donc je ne sais pas, mais il va y avoir, vous n'êtes pas complètement certain de la distribution de certains paramètres, du vent, de tremblements de terre, ou de choses comme ça, et donc il va falloir faire des choses qui sont robustes à des mauvaises spécifications, et donc il y a des techniques qui peuvent être importées de ça, et finalement ce modèle-là peut être relié à ces techniques faites dans la littérature en ingénierie. Voilà. Sans rentrer dans le détail, je vais vous donner quelques précisions par la suite, mais donc, sous certaines hypothèses, finalement, quand la fonction phi représente cette aversion de vis-à-vis de l'incertitude, que vous préférez des scénarios, vous préférez des investissements qui ne sont pas trop sensibles à quel est le bon modèle sous-jacent, ça va revenir à mettre un poids plus élevé sur les scénarios où la consommation est élevée, où l'utilité marginale de la consommation est élevée, c'est-à-dire les mauvais aléas. Et donc on va voir que ça va renforcer un peu toute la logique que Christian a déjà décrite, de renforcer un peu la valorisation de ce qui se passe dans les États du monde où ça ne va pas fort. Alors je vais dans le mauvais sens. Donc pour vous dire que c'est pas... Donc là pour l'instant je vous ai donné des choses abstraites ou triviales sur l'expérience d'Ellsberg. Là, c'est un graphique donc, qui date déjà un peu, parce que c'est pris dans un papier de 2013, mais il y a la même chose dans le papier de 2020, mais le graphique était moins joli, donc je préférais avoir ce fouillis de courbes. Donc ça, c'est l'incertitude qu'il y avait, mais qui reste tout à fait présente à l'heure actuelle, sur ce fameux paramètre de sensibilité de la température à la concentration du CO2. Donc là, chaque courbe, c'est un modèle. Donc, aucun modèle ne dit la valeur de ce paramètre, c'est un tel chiffre. Ils ont tous une distribution. Mais vous voyez que les différents modèles sont très différents. Le modèle en rouge, là, avec un pic autour de 3%, très resserré, pardon, de 3 degrés, pas 3%, 3. Donc très resserré autour de 3, avec relativement peu de risques autour de ça. Puis à l'inverse, vous avez ce modèle ici, là, le modèle bleu, qui fait des drôles de vagues, qui est très étalé, prend très peu de... qui est plutôt un mode à 4, mais qui va jusqu'à 10. Voilà. Donc on voit qu'il y a une incertitude énorme là-dessus, et cette incertitude, elle n'est pas résolue. À l'heure actuelle, elle n'est pas résolue. Et qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est ça un peu le sujet que je voudrais aborder ici, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer ce type d'incertitude sur un paramètre absolument crucial dans tous les modèles climatiques dans la réflexion et dans la modélisation. Donc une première idée, ce serait de dire, agrégeons ces modèles. On en a plein, on prend le modèle moyen. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Les estimations ne sont pas indépendantes. Et fondamentalement, cette diversité reflète un état d'ignorance de la science et des choix de modélisation qui ont chacun des avantages et des inconvénients. Et donc, vouloir tout agréger sur un seul modèle serait largement arbitraire. De la même manière que trouver le meilleur modèle possible, s'il existe plusieurs modèles, vous pensez bien que c'est parce que chacun a ses mérites et ses inconvénients, et ce n'est pas qu'il y a un modèle qui domine les autres en termes de validité scientifique. Et donc, ça n'a pas beaucoup de sens non plus de chercher à vouloir à tout prix trouver quel est le meilleur modèle. Donc si vous voulez, il y a un article intéressant de Tebaldi et Knutti, un peu plus philo, qui passe en revue les arguments et qui dit finalement non, on ne peut pas tout réduire à un seul modèle quand on a ce type d'incertitude présente dans nos données et dans notre connaissance. Alors, je vais faire une petite digression, là, parce que je ne vais plus trop parler d'incertitude en tant que telle, mais en préparant, je suis tombé sur ce papier que j'ai trouvé intéressant, qui est un papier très récent de Wolfram Schlenker et Charles Taylor, donc de Columbia, pour montrer quand même que, là, on parle d'incertitude sur les modèles climatiques, que les investisseurs prennent vraiment ça en compte. Ces modèles-là sont connus et vraiment pris en compte par les investisseurs, et donc là, c'est une mesure assez directe des anticipations des investisseurs sur les projections climatiques que font ces modèles. Donc là, vous avez 4 graphiques. Ça représente des prix de contrats futures, donc des contrats à terme, basés sur la température qui fera à un lieu donné pendant un mois.
Donc la température cumulée. Donc là, sur la colonne de gauche, c'est à l'aéroport de... Pardon, sur la première ligne, c'est l'aéroport de New York, LaGuardia. La deuxième ligne, c'est l'aéroport de Fort Worth à Dallas. La colonne de gauche, c'est le prix des contrats au mois de juin, et la colonne de droite, c'est les prix des contrats au mois de décembre. Donc vous achetez un contrat, vous le payez un certain prix. Ce contrat, si je prends cela, il vous paiera selon le nombre de degrés jour qui dépasse 18 degrés Celsius au cours du mois de juin, en moyenne par jour. Donc c'est une forme d'assurance. S'il fait chaud, ça va vous payer quelque chose. Donc je ne sais pas si vous avez des entrepôts frigorifiques ou des choses comme ça, vous pouvez vous assurer en achetant ces contrats. Vous allez devoir utiliser beaucoup plus d'énergie que ce que vous aviez prévu, donc ça va vous assurer contre des températures très très élevées pendant le mois de juin. Donc en fait, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas tellement là où il se passe quelque chose, c'est là où il ne se passe rien. Donc le prix de ces contrats, c'est des contrats qui sont échangés à la bourse de Chicago et qui existent depuis le début des années 2000. Donc les différentes lignes sont les différentes années, les prix au cours des différentes années. Donc vous avez du bleu jusqu'au rouge. Donc le bleu, c'est le début des années 2000, passant par le vert, le jaune autour des années 2010, et puis rouge, les années les plus récentes. Donc vous voyez que ça, c'est la fin du mois de juin, ça, c'est le début du mois de juin. Vous voyez qu'il se passe beaucoup de choses selon la température qu'il fait au cours du mois de juin. Les gens échangent parce qu'ils ont plus d'informations. Les modèles météorologiques de prévision de température, ils prévoient 15 jours. Avant 15 jours, c'est totalement pas fiable. Et donc, avant 15 jours, c'est vraiment les modèles climatiques de long terme qui donnent les meilleures prédictions possibles. Et donc là, on regarde le prix 3 semaines, 1 mois avant le début du mois. Donc là, le fait qu'il fasse beau, qu'il ne fasse pas beau, ça n'a aucune influence sur ce qu'il fera dans un mois. Statistiquement, ça c'est vraiment bien étudié. Et donc, là, les investisseurs, en fait, ils se basent vraiment sur les projections climatiques des différents modèles. Alors, sur un horizon aussi faible, il n'y a pas d'incertitude. Tous les modèles ils donnent à peu près la même chose sur les années à venir, sur les 10 ans à venir. C'est qu'après que ça diverge. Et donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais vous voyez en fait une progression. Donc les lignes bleues sont là, début des années 2000, progression constante jusqu'aux les années les plus récentes. Donc les prix ont augmenté pour le mois de juin et les prix ont baissé pour le mois de décembre. Donc et c'est exactement, quand vous régressez ça sur les prévisions climatiques qui ont été faites par ces modèles, par consensus, enfin bon, voilà, il y a tout un protocole très élaboré. Quand vous régressez ça sur les projections, vous avez un fit quasi parfait. Donc comme quoi les investisseurs prennent vraiment en compte ces projections climatiques ici c'est une mesure très très directe de leurs anticipations, pas besoin de passer par des trucs très sophistiqués, c'est une mesure très directe de leurs anticipations et on voit que ces modèles climatiques ont une vraie trace dans la manière dont les marchés et les investisseurs fonctionnent. Alors, fin de la digression, revenons à quelques petites équations sur comment est-ce qu'on pourrait modéliser. Donc, Christian a parlé là, de processus de croissance, et en fait, moi je vais refaire un peu la même chose que ce que tu as fait. Un modèle assez simple où on peut prendre en compte cette incertitude sur le fait que le taux de croissance, ce ne sera pas 2%, ce ne sera pas forcément quelque chose de bien distribué autour de 2%, même si là, je ne fais pas d'hypothèse très sophistiquée sur la nature des lois stochastiques derrière, mais juste un modèle assez simple, finalement, pour capturer cette incertitude profonde sur le taux de croissance. Donc là, vous avez le taux de croissance de l'économie, je note GT, qui est une constante, un trend constant, G bar, et puis cette composante MT, qui est une composante temporaire, on va dire, et qui évolue selon ce processus autorégressif, donc avec une certaine persistance, mais vous n'observez jamais MT. Donc, conditionnellement à MT, vous avez une distribution du taux de croissance, mais vous n'observez jamais le MT. Donc ça, c'est une manière très simple et qui a été faite dans la littérature pour introduire cette notion d'incertitude qui reste en un sens probabilisable, mais on voit que c'est une incertitude supplémentaire, un étage supplémentaire, pour décrire le taux de croissance de l'économie.
Donc là, ce que je voudrais faire maintenant dans les 10 minutes qui viennent, c'est montrer comment ce genre d'incertitude va impacter la prime de risque, fondamentalement. Donc on revient sur des sujets au cœur de ce que Christian a présenté. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Je ne vais pas faire monter le suspense. On a vu, vous avez vu avec Christian que c'est très difficile de faire apparaître dans un modèle assez standard une prime de risque conséquente qui matcherait celle qu'on observe sur les marchés. Avec ce moyen d'incertitude supplémentaire et une réaction des individus face à cette incertitude, on va y arriver. Et déjà, Christian, dans un papier en 2011, avait un calcul qui montrait que sur un modèle assez simple statique, 2011, là, montrait que oui, ça comblait une partie de ce puzzle de la prime de risque. Donc moi, ce que je voudrais faire maintenant, c'est développer un modèle, je ne vais pas développer le modèle, rassurez-vous, juste vous donner le résultat d'un modèle beaucoup plus complet, dynamique, avec cette idée d'incertitude, alors j'ai rajouté un étage encore, d'incertitude sur le taux de croissance de l'économie. Donc c'est issu d'un papier que j'ai fait avec un collègue et ami toulousain, Fabrice Collard, Sujoy Mukherjee qui est à Queen Mary et Kevin Shepard qui est à Oxford. Donc on va reprendre vraiment le modèle de prix d'actifs totalement standard, sauf qu'on va introduire cette idée d'incertitude dedans. Et on va introduire le modèle le plus complet, va avoir ces deux régimes. Donc là aussi, Christian a parlé de possibilité d'avoir plusieurs régimes quand on traite de modèles d'incertitude un peu plus complexes que l'incertitude gaussienne standard. Donc ici, on va multiplier par 2 ce que je vous ai montré tout à l'heure sur juste l'incertitude sur la croissance. Maintenant, il va y avoir 2 régimes. Les 2 régimes, ils sont différenciés par une persistance plus ou moins élevée. Donc le ρh ou le ρl vont être des paramètres qu'on va estimer, enfin qu'on va fixer à vrai dire, et qui sont soit une haute persistance de ce processus latent, soit une faible persistance. Et ce qui est assez marrant quand on développe ce modèle-là, en fait, donc vous avez un processus de croissance assez persistant et avec une volatilité assez faible, et un processus de croissance beaucoup moins persistant avec une volatilité plus élevée. Ces 2 modèles, ils sont de nature assez différente. Sur données américaines, sur 100 ans de données américaines, vous n'arrivez pas à les distinguer. Vous ne pouvez pas dire lequel est le mieux, même en estimant les choses. C'est quasiment impossible de dire lequel explique le mieux la croissance qu'on a vue. Donc c'est vraiment quelque chose, même avec de l'apprentissage, même avec 100 ans de recul, on ne peut pas, on n'arrive pas à les distinguer véritablement. Donc, introduisons ça dans notre modèle de l'investisseur qui doit investir pour le futur et qui fait face à ces 2 processus qui semblent à peu près plausibles de la même manière. Et donc, comment est-ce qu'il va réagir par rapport à ça? Donc, ce qu'on fait, c'est on estime ces processus sur des données américaines de 1937 à 1977, et puis après, on résout le modèle de manière numérique, et puis on met les données de 1978 à 2010 pour obtenir le prix des actifs donc, que donne le modèle sur cette période-là, pour pouvoir comparer après avec ce qu'on observe. Et je vous fais grâce des détails qui ne sont pas si intéressants que ça, mais le résultat majeur, c'est qu'on obtient une prime de risque de l'ordre de 6%. Et donc, avec ce processus stochastique un peu plus sophistiqué que le processus normal, avec le processus de décision que je vous ai décrit au début, sur lequel je vais revenir peut-être de manière un peu trop abstraite, mais dans le prochain transparent, on arrive à générer cette prime de risque de l'ordre de 6%, tout en gardant un taux d'intérêt certain à 1,5%, qui est calibré à 1,5%. Et donc finalement, on arrive vraiment à bien reproduire ce qui se passe, ce qui s'est passé sur le marché américain au cours du siècle dernier. Donc ça, c'est avec aversion risque et aversion à l'ambiguïté. Et voilà, alors, donc qu'est-ce qui se passe? C'est avec aversion au risque et aversion à l'ambiguïté. Alors je ne me souviens plus de la calibration exacte de l'aversion au risque, mais il y a à la fois, il y a les 2 étages, il y a l'aversion au risque et l'aversion à l'incertitude. Donc
tout à l'heure, je vous ai présenté très rapidement ce modèle, un peu là, avec les deux étages, hein, l'espérance d'utilité, puis après le phi qui agrégeait les différentes espérances selon le modèle probabiliste. Ici, je vous donne une représentation un peu simplifiée de ce qui se passe dans le modèle. C'est quand vous essayez d'estimer le taux de croissance G, donc là, juste avec un seul, oublions les différences de persistance, juste même sur un seul régime, lorsque vous essayez d'estimer le taux de croissance G, vous obtenez une certaine estimation. Si vous prenez cette estimation comme étant la certitude, ce qu'on appelle ici l'anticipation rationnelle, vous auriez un taux de croissance du coup qui est distribué selon la densité en pointillés. Si maintenant vous prenez en compte le fait que c'est une estimation, donc vous êtes bayésien par rapport à ça, vous savez que c'est une estimation, donc cette valeur estimée, elle a un écart type, elle a une distribution. Donc là, on passe à une distribution plus aplatie, avec la même moyenne, mais plus aplatie. Donc vous introduisez un peu plus d'incertitude sur qu'est-ce que c'est que ce taux de croissance G. Et maintenant, si vous introduisez l'étage supplémentaire, qui est vraiment le sujet que je veux faire passer aujourd'hui, cette incertitude supplémentaire, vous voyez que vous décalez la distribution tout en entier, vous la décalez vers la gauche et donc vers une distribution plus pessimiste. Et donc de l'estimation objective, on va dire, de la croissance, cette déformation de la croyance fait que vous vous comportez comme si vous introduisiez un élément de pessimisme dans vos croyances, dans la manière dont l'économie va évoluer. D'accord. Ce qui est intéressant dans le modèle... Ouais. Ça, s'il n'y avait pas d'aversion d'ambiguïté, il n'y aurait pas de différence entre les deux. Le fait qu'il y a l'aversion d'ambiguïté rend plus pessimiste les gens. Voilà. En fait. Ici, l'aversion d'ambiguïté décale. C'est un principe de précaution. Exactement. Un principe de multiplication démultiplié, on va dire. Voilà. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi, si je reviens dans le modèle avec les deux régimes, c'est que finalement, quel est le modèle pessimiste? Alors bon, dans le changement climatique, on peut se dire, oui, le modèle pessimiste, c'est les bêtas les plus élevés. Ici, ce n'est pas si évident que ça de savoir quelle est la croyance pessimiste. Donc si la croissance est élevée à l'heure actuelle, le modèle pessimiste, c'est celui où la persistance de cette croissance est faible. Vous êtes à un niveau de croissance élevé, vous vous dites, ça ne va pas durer. Donc en fait, le modèle que je devrais considérer, mais avec mettre plus de poids sur le modèle où cette persistance est faible. En revanche, si vous êtes dans une situation où la croissance est faible, le modèle pessimiste, maintenant, c'est le modèle où la persistance est élevée. Parce que vous êtes dans le modèle croissance faible et vous pensez que vous allez y rester avec une très forte probabilité. Et donc on voit que ce jeu entre cette alternance de qu'est-ce qui est le plus optimiste ou le plus pessimiste génère aussi une dynamique qui est vraiment intéressante et qui fait qu'avec ce type de modèle, on peut aussi non seulement répliquer une prime de risque assez élevée qu'on a observée sur les marchés, mais aussi répliquer la dynamique de cette prime de risque sur toute la période, donc 1978 à 2010. D'accord. Et par rapport à ce que... en fait, je n'avais pas bien vu les transparents de Christian, parce qu'il m'avait dit qu'il parlerait d'événements extrêmes, mais il n'a pas parlé que d'événements extrêmes. Donc ici, on parle vraiment pas d'événements extrêmes. Là, c'est vraiment tout reste gaussien, en un sens, alors un peu plus sophistiqué que juste le modèle de base, mais tout reste gaussien, et donc tout se passe sur les distributions en entier, et ce n'est pas que les queues de distribution restent assez fines ici. Donc si on rajoutait en plus quelque chose à la Barrow, on obtiendrait sans doute encore plus. Alors, d'un point de vue plus technique, je ne sais pas si ça vaut le coup de passer du temps là-dessus. C'est finalement la transformation des croyances dont je vous parlais, elle est capturée par ce paramètre xi, qui est, vous voyez, qui dépend de phi prime, et donc de ce degré d'aversion à l'incertitude que vous avez. Et donc, le xi, il va être d'autant plus fort si phi est concave, donc si phi prime est décroissante, il va être d'autant plus fort que l'espérance d'utilité si le modèle I était le bon, va être faible. Et donc c'est ça qui fait qu'on va mettre du poids plus élevé sur les états où il se passe des choses qui ne sont pas sympathiques pour votre bien-être, une consommation faible dans l'état du monde S. Je ne vais pas
passer plus de temps là-dessus. Alors, ce qui est intéressant, là, je vous ai présenté quelque chose qui n'avait pas grand-chose à voir avec le changement climatique. C'était un modèle vraiment d'estimation des prix d'actifs. Alors, en tant que tel, c'est important pour les modèles de changement climatique. Mais récemment, Barnett, Brock et donc Lars Peter Hansen, dont j'ai parlé au tout début, ont un papier assez sophistiqué, où ils introduisent aussi cette idée d'aversion pour l'incertitude, cette idée d'incertitude, d'aversion pour l'incertitude. Et ils obtiennent des courbes, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un peu de même nature que ce que j'ai montré sur mes déformations de courbes sur la croissance. Ici, c'est sur le paramètre de sensibilité au climat. Et vous voyez que, je ne sais pas si vous voyez très bien, parce qu'elles sont assez proches, mais donc, quand on se situe à horizon de 50 ans, il n'y a pas énormément d'effets. Par contre, quand on se situe à un horizon de 100 ans, la courbe en vert, c'est la courbe ajustée, donc, avec cette aversion à l'incertitude, dans le scénario où les dommages sont élevés. Et donc vous voyez qu'il y a une différence énorme avec la courbe bleue, qui serait l'estimation bayésienne standard, sans aucune déformation, pour prendre en compte l'incertitude qu'il peut y avoir sur ce paramètre de sensibilité au climat. Donc, ils utilisent les mêmes familles de fonctions de densité que tu as présentées. Alors, ils sont sur des mouvements browniens, ils sont en ton continu, donc ce n'est pas directement comparable, mais oui, fondamentalement, c'est un peu la même chose. Alors, ils ont deux sources d'incertitude, une incertitude sur la sensibilité au climat et une incertitude sur la nature des dommages, donc haut et faible. Donc, c'est un modèle qui est assez compliqué, mais où le mécanisme au cœur du modèle est fondamentalement le même que ce que je viens d'expliquer, qui est cette prise en compte de l'incertitude sur ces deux dimensions-là, donc en l'occurrence ici sur la sensibilité au climat, qui fait que ça va déformer un peu les anticipations des acteurs. Et ici, les courbes se déplacent plutôt vers la droite, c'est-à-dire là, c'est les scénarios pessimistes et quand la sensibilité est élevée. C'est là où ça se passe moins bien. Et ils en concluent, ils font plusieurs exercices, mais ils en concluent sur le prix du carbone, un graphique que j'ai extrait de cet article dans Review of Financial Studies, où ils ont un prix du carbone. Alors je vais vous montrer, ils ont d'autres estimations selon d'autres scénarios, mais ici vous voyez donc, qui est croissant sur les 100 ans à venir, et la contribution de cette partie liée à l'incertitude est énorme, c'est de l'ordre de 50%. Donc, sans incertitude, le prix du carbone, d'après leur modèle, serait beaucoup plus faible. Et en rajoutant cette dimension incertitude, on arrive à des estimations qui sont nettement plus élevées par le mécanisme que je viens de décrire. Je dois finir à moins 10. Hein. Donc, je sais pas, moins 10, tu m'as dit ? Tu as 10 minutes. Oui, d'accord. D'accord, donc je vais passer ça. Je vais juste dire un mot sur, puisque Christian a parlé aussi du CAPEM, enfin du Consumption CAPEM. Donc là, ce que je vous ai montré, ça reste des modèles très agrégés où il y a le planificateur bienveillant, je ne sais pas comment tu l'as appelé, qui maximise quelque chose sur un horizon infini. Donc là, pardon, ça c'était ce que je voulais dire avant. Donc il y a un peu quand même un problème d'agrégation dans tous ces modèles dont on ne parle pas trop, mais qui peut aussi donner lieu à des choses assez intéressantes. C'est-à-dire que, in fine, comme Christian l'a dit tout à l'heure, c'est nous qui prenons des décisions, donc on a des caractéristiques individuelles qui sont différentes. Et donc comment ça est agrégé après dans nos modèles, mais aussi dans le monde réel, comment c'est agrégé pour donner des prix, donner des valeurs, c'est une source de recherche que je trouve très intéressante. Et introduire de l'incertitude là et de l'aversion à l'incertitude enrichit aussi, on va dire, la possibilité au niveau agrégé. Mais je ne vais pas en dire plus. Je voudrais juste dire deux mots sur le CAPEM, où on peut aussi injecter cette idée d'ambiguïté ou d'incertitude dans le CAPEM. Et là aussi, résoudre, ou en tout cas essayer d'expliquer un petit peu certaines énigmes qu'on observe sur les marchés financiers. Donc le CAPEM, tel que vous l'avez vu avec Christian, donc c'est juste cette formule que la prime de risque que vous avez sur un actif, c'est la prime sur le marché, on va dire, multipliée par ce bêta, qui est savoir si la covariance est positive ou négative avec le risque macroéconomique.
Et donc là, normalement, c'est ça. Le CAPM, c'est ça explique entièrement le prix des actifs par cette équation-là. Et il n'y a pas d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Or, on observe, quand on essaie d'estimer ça, et Christian a très justement dit que ça a été invalidé des millions de fois, quand on essaie d'estimer ça, on trouve notamment un facteur constant, une forme de prime de risque systématique pour certains actifs qui ne devraient pas apparaître ici. Donc, si vous introduisez de l'incertitude un peu de la même manière que ce que j'ai présenté auparavant, c'est-à-dire cette incertitude sur les modèles probabilistes sous-jacents, donc chaque actif peut avoir plusieurs probabilités qui le caractérisent, on ne sait pas trop laquelle c'est, vous obtenez une formule beaucoup plus compliquée, que je ne vais pas détailler, mais qui peut se résumer par l'équation du milieu, là, où la prime de risque sur un actif, c'est le bêta, l'ancien bêta, fois la prime sur le marché, plus ce coefficient alpha i qu'on fait apparaître comme ça, et qui est directement relié à une forme, je vous passe les détails, d'incertitude, de calcul de l'ambiguïté ou de l'incertitude, à la fois de l'incertitude et de l'aversion à l'incertitude du marché, qui est une agrégation de l'aversion à l'incertitude des agents. Donc ces formules qui peuvent paraître compliquées. Ouais. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a une discontinuité entre un projet totalement sans risque, où alpha, espérance où RI est égal à RF, et puis dès qu'il y a un risque, il y a non seulement le bêta, le truc standard, plus une constante alpha i. Oui, alors je ne sais pas si tu peux parler vraiment de discontinuité, parce que tout ça est quand même, selon la nature du bêta, ce que j'appelle le bêta ambiguïté, donc basé sur la distribution de second ordre, ça va être plus ou moins fort, donc ça peut être des alpha i très faibles, mais oui, qualitativement, oui, j'ai envie de dire qu'il y a cette discontinuité. Et on retrouve ça, en fait, dans... c'est encore très préliminaire ce que je vous montre là, mais si on essaie de mettre ça en œuvre, donc cette formule un peu compliquée, si on essaie de la mettre en œuvre sur les prix d'actifs, donc à nouveau aux États-Unis, tout ça est disponible assez facilement, donc c'est pas très compliqué de faire les estimations, même si c'est pas moi qui suis capable de le faire. Ici, vous voyez que ce qu'on appelle le CAPM alpha, donc la surprime systématique sur certains actifs, on voit ici qu'elle est, selon la manière dont on classe les actifs, elle est relativement faible pour les actifs qui sont assez peu ambigus, et elle devient de plus en plus forte pour les actifs qui sont relativement ambigus. Et donc on a une prime entre les actifs les moins ambigus et les plus ambigus de l'ordre de 0,4%. L'ambiguïté, c'est sur le bêta? Oui, alors on définit, oui, on peut le dire comme ça. Ouais. Et donc ça, c'est juste, c'est une première approche pour voir si la théorie que je vous explique, cette extension du modèle CAPM à l'incorporation d'éléments d'incertitude, si on en a une trace dans les données. Et là, c'est un premier test qui montre que oui, on peut effectivement assimiler ce qu'on observe, une déviation systématique du CAPM qui est l'apparition de ces alphas, peut être reliée à l'introduction de l'ambiguïté et de l'aversion à l'ambiguïté dans le modèle. Voilà, oui, donc juste un point, là, un article aussi assez récent de Hong, Li et Zhu sur le risque climatique et market efficiency, donc efficacité de marché, où ils s'étonnent en un sens de trouver des déviations sur les marchés financiers par rapport à ce modèle de CAPM sur la manière dont le risque de sécheresse est pris en compte dans le prix des entreprises agricoles. Dans plusieurs pays, ils ont une base de données assez riche. Et ils trouvent à nouveau que le CAPM ne marche pas pour expliquer la prise en compte du risque dans ces évaluations de prix, fondamentalement d'actifs, ici des entreprises. Et ils évoquent l'incertitude entourant l'évaluation des dommages comme étant une piste pouvant expliquer ça. Et donc, typiquement, ce qu'on voudrait faire, c'est pouvoir développer à plus grande échelle ce type de prise en compte de l'incertitude pour expliquer ces différences par rapport au modèle standard CAPM et pouvoir donner des prédictions plus fines avec un modèle élargi où l'ambiguïté ou l'incertitude est pris en compte. Voilà, donc c'était rapide et sans doute un peu abstrait. Ce que je voudrais juste dire pour conclure, c'est que cette distinction risque-incertitude
qui à la base était juste une idée, un peu voilà, une expérience intellectuelle de Ellsberg, peut vraiment être rendu opérationnel. Ça complexifie un petit peu les modèles qu'on utilise, mais bon, maintenant avec les moyens de calcul qu'on a, ça devient possible, sans résoudre tout explicitement, de simuler un certain nombre de choses. On voit quand on commence à faire ça dans des modèles financiers standards d'évaluation de prix d'actifs, on arrive à expliquer une partie de nombre incalculable de puzzles qu'il y a en économie financière, donc notamment le cœur qui est cette énigme de la prime de risque. On peut aussi expliquer du mispricing, en un sens du CAPM en données cross-section année par année. Et toute cette réflexion sur ces modèles d'incertitude peut parfaitement être incorporée dans les modèles avec incertitude sur les paramètres climatiques, donc de type DICE et tout. On peut tout à fait mettre ce genre de choses, c'est opérationnel encore une fois, et c'est ce qu'ont fait donc, en partie Barnett, Brock et Hansen. Et Christian m'avait demandé de finir par un chiffre du prix carbone. Donc, je prends dans leur article, justement, le prix, donc ça correspond à ton 1% de... Voilà, donc eux arrivent, alors dans le scénario où les coûts climatiques sont très élevés, ils arrivent à un coût social du carbone, prix du carbone, de $411. Donc la fourchette haute du tableau de Christian, mais ce qui est important aussi, c'est donc la moitié quasiment provient de cet aspect incertitude. Et donc leur modèle, si on rend silencieux ce canal de transmission, donc si on met de la neutralité vis-à-vis de l'ambiguïté, on revient dans le modèle d'espérance d'utilité, on retombe sur un prix du carbone qui est déjà élevé, mais qui n'est plus que de $200. Voilà, Merci Jean-Marc, c'est génial, merci beaucoup. J'ai juste pour mise en perspective, dans les deux présentations de ce matin, on a chaque fois utilisé le même ingrédient. C'est-à-dire, dans ma présentation, comme dans celle de Jean-Marc, on a introduit la possibilité que les probabilités soient inconnues. Sur le trend, sur la persistance, sur la fréquence des événements extrêmes. Donc, on retrouve dans les deux présentations le même ingrédient fondamental. Il y a une différence fondamentale néanmoins entre ma présentation et celle de Jean-Marc. C'est, au fond, moi, cet ingrédient-là me suffit pour réfléchir sur une convergence entre le modèle normatif et l'observation des prix de marché. Mais Jean-Marc utilise une dimension, un ingrédient supplémentaire qui est, au fond, une loterie où vous gagnez 100 avec probabilité 1,5. Ça n'a pas la même valeur pour vous qu'une loterie dans laquelle la probabilité de gagner 100 est en espérance égale à 1,5, mais est incertaine. Et donc ça pose une question fondamentale. La question c'est, est-ce que avoir 0% de croissance ou 4% avec probabilité 1,5, ou avoir une croissance qui est égale à 0 ou 4% avec probabilité P, et cette probabilité P est égale à 0,1 ou 0,9 avec égale probabilité, enfin, je veux dire, normalement, la composition des intérêts devrait vous dire que c'est équivalent. Dans un modèle purement statique, que P soit égal à 0,5, probabilité d'avoir 4% de croissance, par exemple, ou que P soit égal à 0,1 ou 0,9 avec probabilité 1,5, vous devriez reconnaître que c'est équivalent à avoir une probabilité de 1,5 d'avoir 4%. Mais, voilà, l'observation, c'est que les gens ne composent pas des intérêts comme ça. Ils ne se comportent pas de la même façon, ils ne valorisent pas de la même façon. Avoir 100 avec probabilité 1,5 ou avoir 100 avec probabilité 0,1 ou 0,9 avec probabilité 1,5. Ce n'est pas la même chose pour eux, et donc ça introduit une aversion à l'ambiguïté, aversion à l'incertitude, qui est une dimension nouvelle par rapport à l'aversion au risque. On n'aime pas, l'aversion au risque, c'est ne pas aimer avoir de l'incertitude sur le gain,
L'aversion à l'ambiguïté, c'est ne pas aimer les incertitudes sur les probabilités. Mais vous voyez que dans mon modèle d'espérance d'utilité, l'espérance d'utilité est linéaire avec les probabilités. Donc introduire de l'aléa sur les probabilités ne modifie pas le calcul de l'espérance d'utilité. Voilà. Donc voilà, c'est fondamentalement différent. Ce qui est intéressant dans cette théorie de l'aversion à l'ambiguïté, c'est qu'effectivement, ça permet d'expliquer des choses qui sont difficiles à expliquer dans la théorie de l'espérance d'utilité. Ce qui me pose un problème, moi, et vous avez compris, j'ai aussi travaillé pas mal et publié pas mal sur ce modèle avec aversion à l'ambiguïté. Pour expliquer les comportements, j'ai un problème éthique, j'ai un problème, au fond, du point de vue, autant je comprends que les agents économiques, les consommateurs, les citoyens peuvent avoir une aversion à l'ambiguïté qui a le potentiel d'expliquer pourquoi on doit utiliser un principe de précaution. Le principe de précaution, c'est quand on n'est pas sûr de la distribution des risques auxquels on est confronté, il faut se préparer au pire. Hein, c'est un peu ça, et c'est ce que fait cette théorie de l'aversion à l'ambiguïté. J'ai quand même un problème normatif qui est si concrètement, pour comme on croit à la géométrie euclidienne, dire avoir une probabilité de 1,5, avoir une probabilité de 0,9 avec égale probabilité, c'est la même chose. Et donc, je veux dire, il y a normativement, il y a un caractère attractif à l'idée d'utiliser, c'est l'axiome d'indépendance, d'utiliser la théorie de la composition des probabilités, comme on a appris à l'école, quoi. Et donc ça, Jean-Marc propose de séquer. Jean-Marc je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a un débat sur effectivement le caractère normatif ou pas. Donc voilà. Autant on est tout à fait d'accord sur le caractère positif, autant il y a un débat sur est-ce qu'on peut utiliser ces théories pour recommander de s'écarter de cette théorie en considérant l'incertitude sur la probabilité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ceci? Ouais.